réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Valérie Leboeuf est à mes côtés en studio. Bonjour Valérie. Allô Philippe. Valérie, bien sûr, on connaît tous maintenant ton immense travail journalistique dans le dossier de l'école Bedford et c'est pour ça que je tenais à ce que tu sois avec moi pour la prochaine entrevue. On va recevoir un ancien enseignant en fait de l'école Bedford qui a écrit une lettre au ministre de l'Éducation Bernard Drainville dans laquelle il dénonce l'inaction du syndicat et du Centre de services scolaires de Montréal dans ce dossier. Cet ancien enseignant s'appelle Marc-André Vire. Monsieur Vire, bonjour. Alors, bonjour. Monsieur Vire, racontez-nous comment vous avez vécu votre passage à l'école Bedford. Là, vous dites qu'à partir d'août 2018, la situation s'est gravement détériorée. Oui, c'est suite à un collègue qui est arrivé maghrébin qui s'est placé dans un rôle de délégué syndical. Et puis moi, j'arrivais d'un congé de traitement différé à la fin du mois de janvier. Et quand je suis arrivé, je voyais déjà un changement d'atmosphère. Alors, je me suis remis délégué syndical parce que je trouvais qu'il y avait déjà des tensions auprès du personnel. Et puis, après avoir fait le rôle que j'avais avec 2 autres personnes, on était 4 dans l'équipe syndicale, je me suis aperçu que on se comprenait pas, on savait pas, on n'était pas en mesure de faire nos rencontres syndicales de la façon dont les normes sont faites dans nos règles de vie syndicale. Alors, ça m'a vraiment interpellé. Alors, j'ai eu à le confronter à différents moments parce que dans les rencontres, moi, j'étais l'animateur des rencontres et puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait avec les collègues maghrébins avant les rencontres pour influencer les votes qu'on était pour prendre. Alors moi, je lui ai expliqué que c'était pas comme ça qu'on fonctionnait, qu'on avait nos instances syndicales pour avoir des discussions ensemble et qu'on pouvait faire des propositions et seconder. Alors, il court-circuitait la démocratie syndicale et à un moment donné, il m'a écrit un courriel dans la nuit comme quoi qu'il était un peu désemparé de la façon dont l'équipe syndicale se comportait. Alors là, j'ai fait « Oh, attends un petit peu, là, tu m'écriras pas des courriels à 1h30 du matin pour me donner tes états d'âme. » Alors j'ai dit « Tu vas me donner un courriel, on va faire une rencontre ensemble, puis si on a des ajustements à faire, on va les faire. » Alors, ça a été un rapport de force comme ça pendant les derniers mois. Et à un moment donné, étant donné que le climat s'était beaucoup transformé avec les collègues maghrébins, au niveau pédagogique et tout ça. Moi, j'ai décidé d'aller voir la directrice qui s'appelle Madame Lynn Robichaud et je lui ai expliqué que moi, j'étais à bout, là, puis qu'il fallait absolument que quelque chose soit fait. Alors, j'ai expliqué que c'était autant au niveau du climat syndical qu'au niveau pédagogique. Et je lui ai dit, si tu ne fais rien, j'ai dit, moi, je pourrais pas rester dans ce contexte-là. J'ai dit, je suis malheureux. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui sont comme ça. Alors après avoir parlé avec elle, j'ai su qu'elle a fait une représentation auprès de son patron immédiat parce que ce que moi j'ai dit à Mme Robichaud, j'ai dit, quand moi j'ai des défis avec mes élèves puis je ne sais plus trop quoi faire, mais j'ai dit, moi je viens de voir puis on en discute, puis on trouve des moyens pour donner un coup de main à l'enseignant. Alors j'ai dit, mais toi, j'ai dit, fais la même chose, va auprès de ton supérieur immédiat et discute. Puis là, elle dit, il y a tellement de problèmes que je ne sais pas par où commencer. Mais j'ai dit, commence en quelque part, mais commence. Parce que j'ai dit, moi, je ne resterai pas. Et en fin de compte, j'ai su après, parce que moi, j'ai décidé de changer d'école, qu'elle avait fait quelque chose, mais que son supérieur, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, il n'a pas reconnu la problématique, il n'a pas accepté de faire une étude sur le climat. En fin de compte, Mme Robichaud, elle avait tout bien analysé, elle avait des solutions, elle n'a rien été capable de faire parce que dans la structure de notre centre de service, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a une impression que l'imputabilité va aux directions d'école, mais en fin de compte, les directions d'école ont des comptes à rendre à leurs supérieurs. Alors, c'est les supérieurs qui prennent les décisions et c'est les directions qui les appliquent.
Et là, Mais Marc-André, qu'est-ce que ça a été, parce qu'on s'est parlé à plusieurs reprises au cours de la dernière année, et ce que tu me disais, c'est de voir à quel point, puis tu l'as entendu dans les médias, à quel point autant la direction du centre de services scolaires, autant la direction syndicale, tous ces gens-là disaient, ben là, vous aviez juste à dénoncer. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Alors que c'était pas vrai? Ben c'est ça, je l'ai fait. Exact, c'est ça. C'est ça qui est pas vrai. C'est ça qui est un peu fâchant. Exact. Puis mes collègues qui ont dénoncé la situation, ils sont à la limite, là, on est un peu scandalisés de voir que la DG, Mme Gélina, dise dans les médias qu'elle n'était pas au courant. Alors, moi, je me dis, il y a soit un problème de communication entre il y a une instance là, entre les directions d'école et la DG. Puis moi, je trouve que c'est souvent à ce niveau-là qu'on dirait que c'est des fantômes. Ils donnent les consignes aux directions d'école, mais en fin de compte, on ne sait pas c'est qui, ou on sait c'est qui, mais en tout cas, je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, tout à fait. Monsieur Vire, et d'ailleurs, vous l'évoquez dans votre lettre au ministre Drainville. Vous parlez d'une culture de non-imputabilité. Exactement. Je vais assez loin dans mon regard parce que j'ai eu à faire face à d'autres situations par le passé, depuis que je suis avec ce centre de service-là. Avant, c'était les commissions scolaires. Et d'autres directions d'école avaient des décisions à prendre. Ils parlaient avec le supérieur, puis ils ne pouvaient pas prendre les décisions qu'ils, eux, avaient envie de prendre pour justement apporter des correctifs dans leur milieu. Alors moi, je comprends pas qu'on arrive dans un centre de service comme ça. J'ai parlé avec des directions d'école, une direction d'école, je vais le dire comme ça, qui est sur la Rive-Sud. Puis elle me disait, elle dit, comment ça se fait que les directions n'ont pas pris des décisions? Mais j'ai dit, mais comment, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis, elle dit, moi, j'aurais pris des décisions. Puis après ça, je donne mes comptes rendus à mes supérieurs immédiats. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une culture dans notre centre de service qui fonctionne pas. Alors, étant donné que je vois que on dirait que il n'y a pas de responsable. Il n'y a personne qui est au courant et on a des enfants qui ont été dans un contexte comme celui-là. Moi, j'ai décidé de prendre cette parole-là parce que le bien des enfants, pour moi, il a toujours été une priorité, une préoccupation. D'ailleurs, là, je pense que, oui. J'allais dire, ta demande, Marc-André, pour le ministre Drainville, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il soit fait à la suite de ce que tu as dénoncé? Moi, je pense que c'est le ministre qui doit faire l'intervention dans l'école Bedford. Il faut qu'il y ait des décisions, puis là, ça tarde. Là, on a eu une suspension. Il y a le délégué syndical, là, il ne devrait pas être suspendu temporairement avec solde et en attente de... c'est tellement dévastateur sur cette personne-là. Lui, il doit être congédié et ne plus être dans une école. Et là, on est encore en attente de décision. En ce moment-là, les 11 personnes qui ont été suspendues sont remplacées à la journée par des suppléants différents dans la plupart des classes. Et après ça, on me dit que la préoccupation, c'est les enfants. Monsieur Vire, en terminant, est-ce que le ministre Drainville a répondu à votre lettre? Malheureusement, non. Ni Mme Gélina, ni Mme Catherine. Oui, exactement. Les trois, c'est le silence radio. Bon, faites-nous signe si jamais l'un des trois vous répond. On aimerait savoir quelles sont leurs réponses à votre lettre qui est vraiment avec un texte très, très mordant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'en fait plaisir. Merci, Marc-André Vire, est ex-enseignant à l'école Bedford. Valérie, c'est un cri du cœur. Là. Oui, c'est un cri du cœur. Puis quand j'ai parlé à Marc-André à la suite de la divulgation du rapport ministériel, il était tellement ému de voir qu'enfin, il y avait quelque chose qui se passait dans ce dossier-là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il a quitté Bedford, mais lui pensait terminer sa carrière là. C'est ça qui est triste aussi, puis il n'est pas le seul qui a quitté justement, qui aimait l'école. On le voyait ce matin dans la presse, l'article d'Isabelle Haché, là, elle interviewe plusieurs anciens profs et c'est très troublant également ce qu'on lit là. Merci, bravo encore pour ton travail dans ce dossier-là. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
Vous avez sans doute vu ces images à la télévision. C'est absolument terrible. Des inondations historiques en Espagne, dans la ville de Valence. Valence, c'est où? Si vous connaissez un peu, là, si vous êtes un peu familier avec la géographie de l'Espagne, vous savez que Barcelone, c'est à l'est. On descend le long de la côte, environ 350 kilomètres, et Valence se trouve là. Alors, le dernier bilan des inondations est absolument terrible. On fait état de 150 personnes là, qui ont perdu la vie. Guy Bolduc, un Québécois, un ancien journaliste, spécialiste des communications. Il habite maintenant à Valence, en Espagne. Il est avec nous. Guy, bonjour. Bonjour. Guy, comment est la situation à l'heure actuelle à Valence? Écoutez, c'est dramatique. C'est on voit déjà les titres des journaux ici qui parlent de tempête du siècle, de drame du siècle en fait. Une tragédie qui coûte la vie à 155 personnes parce qu'il y a un phénomène météorologique qui passe au-dessus de Valencia qui s'appelle le Dana. Le Dana, c'est bien connu des Espagnols, la goutte froide, la gota fria. Mais habituellement, ça nous amène beaucoup d'eau ici, mais là, ça a été beaucoup plus qu'à l'habitude, de sorte que cette eau-là est tombée beaucoup dans la province de Valence sur différents secteurs. Et puis, quand est venu le temps cette eau-là est retournée vers la mer, vers la Méditerranée. Et puis là, évidemment, les quantités étaient astronomiques. On parle de 300 à 500 millimètres d'eau tombés en quelques heures seulement. Donc, c'est passé à travers les différents cours d'eau. C'est arrivé dans les villages par surprise en quelques heures, quelques minutes. Pas des heures, des minutes. Il y a des images partout, là, et il en sort tout le temps d'heure en heure. Et puis, les gens n'ont pas eu le temps de réagir. Donc, les gens qui ont vu l'eau arriver, parfois, sont allés dans leur sous-sol pour aller chercher leur véhicule parce qu'il y a beaucoup de parking souterrain ici. Donc, et puis, ils se sont fait prendre. Il y a des personnes âgées également, des personnes à mobilité réduite. Ces gens-là n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit et ont été, ils se sont noyés, ils ont été emportés par les eaux. Et là, depuis, hier matin, le soleil s'est levé à Valencia et là, on découvre les dommages et on en aura vraiment pour beaucoup de temps avant de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est vraiment dramatique. C'est une catastrophe épouvantable. Guy, à quoi ça ressemble quand tu te promènes dans les rues de Valence à l'heure actuelle? Moi, je demeure à 5-7 minutes en voiture de la zone critique. Là où on est actuellement, il y a comme une séparation, c'est le Touria, Jardin de Touria. Pour ceux qui connaissent Valence, de l'autre côté, c'est vraiment là que le dommage est. On a reçu des alertes à partir d'avant-hier au soir sur nos téléphones pour nous dire que ça s'en venait, mais quand on a été averti, c'était déjà arrivé. Et depuis ce temps-là, on reçoit des alertes. La population, comme nous ici, qui sommes à l'intérieur de la ville, ne peuvent pas se rendre sur place. Pour le moment, on nous dit de rester à la maison. La protection civile est sur place, les policiers, les pompiers, 1000 soldats espagnols 1200 en fait, qui sont arrivés ce matin. Et là, on apprend depuis quelques minutes que 300 autres soldats vont arriver à Valencia. C'est sûr, pour aider la population, pour déblayer les rues, il y a des centaines et des centaines et des centaines de voitures qui ont été empilées l'une sur les autres, mais aussi pour assurer la sécurité, parce que la majorité des domiciles qui sont au premier étage sont complètement détruits. Beaucoup de commerces également, donc des quantités astronomiques de nourriture, de tout ce qu'on retrouve dans les magasins habituellement se retrouve dans les rues comme ça. Alors, il y a aussi l'effet de sécurité qui doit être pris en compte actuellement. Guy, est-ce que les secours sont bien organisés, là? J'imagine qu'il a fallu mettre sur pied des refuges pour accueillir les gens qui ont perdu leur maison, des soins hospitaliers également, retrouver malheureusement les gens qui sont morts. Comment ça se passe au niveau de l'organisation de cette opération-là qui est gigantesque, là? Écoutez, vous avez Pedro Sanchez qui a parlé ce matin, premier ministre de l'Espagne. Le roi Felipe vient faire un tour demain, je crois. Il y a le président de la communauté valencienne, Carlos Mazón, qui lui est critiqué actuellement. On dit que ça n'a pas été assez rapide comme mesure d'urgence d'avertir la population. Il y a la mairesse de Valencia, Maria José Catalán, qui, elle, fait des points de presse sans arrêt. C'est certain que Valencia, c'est une ville de 800 000 habitants, mais c'est une ville qui est tissée extrêmement serrée. Donc, la population, même si les gens ne sont pas là où ça se passe, là, pas très loin d'ici, c'est que tout le monde a la main à la pâte et les gens aident. On voit partout ici, dans les secteurs, des collectes de nourriture, de vêtements, de tout ce qui peut aider, des produits de nettoyage. Comme là, on vient de recevoir un message
d'amis qui nous disent, il y aura à partir de demain des gens, venez avec vos packs-sacs, amenez des produits nettoyants, amenez de la nourriture pour passer la journée, mettez vos bottes parce que évidemment que cette eau-là a amené énormément de boue dans les villes touchées, dans les villages, les quartiers de Valencia. Donc, il faut nettoyer tout ça. Donc, tout le monde est à pied d'œuvre actuellement. C'est sûr que il y a 3 jours de deuil qui sont déclarés. Tout est fermé actuellement, les universités, les écoles. Moi, ma fille joue au soccer pour le CF Valencia. Elle devait avoir un match en fin de semaine à Las Palmas. Ça a été annulé. Même le Real Madrid était en visite à Valencia en fin de semaine pour affronter le Valencia CF. C'est annulé. Donc, rien de public actuellement. Les musées, tout est fermé jusqu'à au moins lundi parce que la priorité va au déplacement des véhicules d'urgence. On les voit passer, on voit les roues pleines de boue, on entend le bruit des ambulances. On sent que vraiment que tout le monde est monopolisé là-dessus. Donc, on est vraiment là. Nous, c'est bizarre parce que on est dans une section de Valencia, si tu sors dehors ici, tu dis, finalement, il n'y a rien, mais on entend un bruit de fond. On sait qu'actuellement, ça brasse vraiment pas très loin, là. Guy, en terminant, les dégâts matériels vont être absolument phénoménaux, là. J'imagine qu'on va parler de centaines et centaines de millions d'euros. Si les maisons, il y en a qu'il va falloir démolir, là, on sait, un simple dégât d'eau, il faut reconstruire à peu près la maison complète. Imagine une catastrophe comme celle-là. En tout cas, ce qu'on voit sur les images, c'est vraiment les centaines et centaines de véhicules qui se sont fait prendre, là. On s'entend pour dire qu'il faut déblayer tout ça. Évidemment, les maisons. En Espagne, il faut comprendre que c'est souvent en béton, du terrazzo. Donc ça peut peut-être se sauver un peu, là, mais évidemment que tu peux pas entrer dans une maison où il y a de l'humidité et tout ça. Donc, ce sera effectivement des centaines et centaines de millions de dollars. Le gouvernement espagnol a annoncé une aide de 250 millions, mais on voit beaucoup. La Croix-Rouge reçoit beaucoup de dons actuellement. On avait même des compagnies comme Apple, un paquet de compagnies partout à travers le monde qui ont décidé de donner à la Croix-Rouge, entre autres, pour aider Valencia. Et c'est une communauté tellement tissée serrée ici que les prochaines semaines vont montrer cette générosité-là, je suis certain, mais écoutez, c'est vraiment un drame. Il s'agit de voir les images pour comprendre à quel point c'est surréaliste. Même les films de catastrophe n'arrivent pas à des images comme ça. Guy, bon courage à tous les gens de Valence et merci d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci, au revoir. Bonne soirée en Espagne. Guy Bolduc est un ancien journaliste spécialiste des communications. Il habite maintenant à Valence en Espagne. Alors, vous l'avez entendu, une situation absolument catastrophique. Le dernier bilan, 155 personnes qui ont perdu la vie en raison des inondations. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. On le sait, les négociations sont difficiles dans plusieurs secteurs du travail au Canada. Au cours des derniers mois, on se souvient tous des négos vraiment très, très serrés chez Air Canada, dans le secteur du rail avec le CNCP, chez Air Transat également. Les débardeurs, on est encore dans le conflit à l'heure actuelle. Il y a des journées de grève. Les infirmières au Québec, il a fallu une intervention du conciliateur et on a finalement conclu un accord collectif de travail, mais après des mois et des mois. Alors là, maintenant, ce sera peut-être le tour de Poste Canada. Ben oui, les facteurs qui pourraient entrer en grève. Il me semble qu'il y a une certaine époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, Poste Canada était en grève à tous les renouvellements de conventions collectives, à toutes les 3 ou 4 années. Ça s'est beaucoup calmé au cours des dernières années, mais là, on arrive réellement dans ce qui est presque une impasse dans les négociations entre Poste Canada et ses syndicats, son syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes. Alors, pour en savoir un peu plus long, pour savoir pourquoi les facteurs sont mécontents, je rejoins Ludja Charles-Pierre, qui est première vice-présidente section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Madame Charles-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi les facteurs ne sont pas contents? Les facteurs ne sont pas contents à cause de leurs conditions de travail. Poste Canada a décidé de faire plusieurs changements et certains d'eux, c'est les horaires de travail des facteurs. Nous, on fonctionne par vague. Il y a des facteurs qui commencent à 8 heures, 9 heures. Il y en a qui commencent à 10 heures, 11 heures et il y en a même qui commencent jusqu'à midi.
Et ça affecte la conciliation travail-famille, qui veut dire qu'ils n'ont pas le temps de voir leurs enfants quand ils vont à l'école, ils n'ont certainement pas le temps de les voir quand ils reviennent. Bon, mais la plupart des articles qu'on peut lire sur la question évoquent d'abord et avant tout la question des salaires. Là. On dit que l'employeur, dans sa dernière offre qui a été présentée, je pense que c'est un petit peu plus tôt cette semaine, offrait environ 12 % sur 3 ans, mais vous demandez davantage. Non, ils offrent 12 %, mais nous, on demande 12 % la première année et par la suite 4,5 %. L'employeur nous a donné une offre. L'offre qu'il nous avait offert en premier, c'était la première année 3,5 % sur 4 ans. Et dernièrement, il nous a offert 1,5 % de plus. Bon, alors vous êtes à des années-lumière, là. Si on vous offre 12 % sur 4 ans, c'est une moyenne de 3 % par année, peu importe comment c'est ventilé. Vous, la première année, vous exigez 12 %. Est-ce que c'est réaliste de demander 12 % d'augmentation dans la première année d'un conflit d'un contrat de travail, alors que l'inflation semble tranquillement revenir à des perspectives plus normales? C'est tout à fait normal. J'ai des membres qui sont obligés de se servir des banques alimentaires. Et ça, on ne parle pas juste pour les employés réguliers, on parle pour les nouveaux employés et tout le monde qui fait partie de la famille, de la grande famille des travailleurs et travailleuses des postes. Et les conditions de travail, qu'est-ce qui arrive, c'est que le coût de la vie augmente, mais le salaire de Poste Canada n'a jamais bougé. Bon, et on essaie juste de rattraper. Et la question des fonds de pension aussi pose problème, je pense. En effet. Alors, depuis 2011, Poste Canada essaie toujours de toucher notre fonds de pension. Pour l'instant, Poste Canada, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les nouveaux employés? C'est que vous mettez un certain montant, mais vous ne savez pas combien vous allez recevoir à la fin. C'est un débalancement complet. Nous, qu'est-ce qu'on demande de notre côté, c'est que vous traitez les nouveaux employés de la même façon que vous traitez vos employés, les employés qui étaient là pendant un certain temps. Le fonds de pension, s'il n'est pas bien garni, mais qui va le payer? Ça va être les contribuables qui vont le payer. Parce qu'à la fin de la journée, les personnes qui ont pris leur retraite puis les personnes qui travaillent pour l'instant ne vont pas être capables de survivre. Vous n'avez pas peur pour l'avenir de Poste Canada? Quelque part, je lisais là, que les pertes sont considérables au cours des dernières années. Dans un article, on évoquait des pertes de 748 millions en 2023 chez Poste Canada. Cette année, près d'un demi-milliard dans les 6 premiers mois. Ça n'a pas l'air d'aller trop bien comme entreprise, le Poste Canada. Moi, je crois que Poste Canada, depuis 2000, puis je me réfère à 2011 à cause de la grève qu'il y avait eu en 2011, ils avaient une perte de 100 millions de dollars. À un certain point, Poste Canada investit très mal leur argent. Il y a des camions qui dorment dans les stationnements de Poste Canada. Ils ont fait leurs prévisions avec le fait que la COVID, c'était les seuls qui sortaient, mais ils n'ont pas réglé leurs prévisions. En fait, qu'il y a plusieurs autres compagnies de livraison qui sont rentrées dans la livraison, dans la distribution. Alors, Poste Canada, moi, je crois qu'ils devraient vraiment recalculer leurs pertes et de faire affaire avec une nouvelle firme de comptable, parce que ça ne fait aucun sens que Poste Canada est toujours en perte, mais les PDG, ils ont des bonus. Madame Charles-Pierre, est-ce que vous allez être en grève la semaine prochaine? Non, nous, on attend les directives de notre national. Nous avons, même si nous, on donne un préavis de 72 heures avant de tomber en grève. Et cet avis-là, vous pouvez le donner à compter de dimanche? On pourrait le donner à compter d'aujourd'hui, mais on n'a pas donné parce qu'on attend, parce que notre comité de négociation, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'offre de Poste Canada. Poste Canada a donné une offre, un résumé d'une offre, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont, c'est 500 pages. Alors, jusqu'à temps qu'on ait les directives de notre national, la population va être avisée au moins 72 heures en avance s'il y a quelque chose qu'on va faire. OK. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Vous également, Louja Charles-Pierre est première vice-présidente section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Vous arrivez d'où? Paris. Il y a 6 mois, je prenais un verre avec mon conjoint, puis il s'est effondré devant moi. Oh non, respire! C'est quand même long, un silence de 10 ans. Je sais que je t'ai fait de la merde. T'as répondu à aucun de mes messages, en faisant comme si l'amitié avait jamais existé. Vous revenez pour de bon ou... Ça, il faudra me reposer la question après que j'ai revu ma mère. Catherine, c'est la bande-annonce de la série Le Retour d'Anna Brodeur. Oui, et c'est du vrai bonbon. C'est une série qui a été déposée à partir d'hier sur la plateforme Crave. Vous pouvez déjà avoir 2 épisodes. Par la suite, il y aura un épisode par semaine jusqu'à concurrence de 10. Oui, c'est ça, 10 épisodes. C'est un beau cadeau que moi, je reçois comme téléspectatrice. Mais j'imagine Julie Le Breton, bonjour. Allô. Quand on le reçoit comme comédienne, puis qu'on se le fait offrir, pas d'audition, on dit voici... On a pensé à toi, Richard Blémer a pensé à toi, le réalisateur, et tu reçois ça, ça doit être le fun.
Oui, ouais, c'est vraiment un beau cadeau, en fait. C'est super. Déjà, de penser qu'on peut inspirer un auteur, qu'en écrivant, il entendait ma voix, il voyait mon énergie, c'est sûr que c'est flatteur. Après, moi, ça me stresse toujours un peu. J'arrive la première journée de tournage, puis j'ai l'impression que je l'ai pas essayé, ce bonhomme-là. C'est comme acheter une auto sans l'avoir essayé. Il y a comme une espèce de nervosité qui vient avec ça. T'as peur de quoi? De pas l'avoir? Ben, je sais pas. J'ai tout le temps peur, mais je sais, là, c'est niaiseux, mais c'est mes névroses à moi, mais j'ai tout le temps peur d'arriver puis qu'il fasse après genre une demi-journée. Et non, on s'est trompé. Ça arrivera pas, Julie, c'est impossible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pas encore, Philippe, mais on sait jamais. Ça pourrait m'arriver encore. Mais c'est pour ça que moi, le processus d'audition, je le vois comme du travail. Tu sais, j'ai l'impression que je vais aussi essayer ce personnage-là. Je vais rencontrer le réalisateur. Je vais voir si je suis capable de moduler, de répondre aux indications, aux notes. Mais oui, ça, c'est un beau cadeau quand même. Ça m'arrive des fois de me faire offrir des rôles. Anna Brodeur, c'est Anna qui rentre de Paris après 10 ans. Elle a quitté le Québec d'une façon soudaine. Elle n'a pas dit à ses amis ni à sa mère qu'elle s'en allait en France. On va comprendre les raisons en regardant la série et elle revient après cette absence de 10 ans et on va comprendre pourquoi elle est revenue. Ouais. J'ai vu quand même, tu sais, évidemment, c'est le même auteur qui a fait Les hauts, les bas de Sophie Paquin, mais je vois les similitudes, je vois ces espèces de beaux personnages féminins qui nous font rire, qui des fois ont pas d'allure. Ouais. C'est vraiment une écriture qui est jouissive. C'est une écriture qui est jouissive. À jouer puis à regarder. Oui, tout à fait. Puis c'est des personnages qui sont tout croches. Puis ça, c'est vraiment le fun à jouer. Tu sais, il y a rien de plus agréable pour un acteur d'avoir des aspérités à naviguer, d'essayer de trouver comment un personnage qui sur papier est comme à la limite un peu repoussant de par ses actions, comment il peut devenir attachant, comment cette histoire-là peut finir par devenir universelle puis nous toucher. Tu sais, tout le monde va se poser la question, mon Dieu, est-ce que je serais capable de faire ça? Tu sais, de partir sans donner de nouvelles. Puis à un moment donné, en rentrant dans le truc, t'es comme, je pense pas qu'elle est partie en se disant, je vais partir 10 ans, tu sais, elle est peut-être partie un mois parce qu'il fallait qu'elle change les idées. Puis là, il arrive de quoi? Puis tu rencontres quelqu'un, puis tu refais ta vie. Puis à un moment donné, comme c'est quelqu'un qui est pas capable de faire face aux choses, elle a décidé de rester là-bas. Mais il y a quelque chose dans l'écriture de Richard Blémer qui est extrêmement le fun dans tout ça. Ça relève presque du fantasme, j'imagine, pour certaines personnes, à pouvoir disparaître, s'en aller quelque part, plus donner de nouvelles, puis repartir sa vie. Oui, exactement. Mais comme Anna, je pense que les choses finissent toujours par nous rattraper. On a bien beau essayer de fuir à un moment donné, la vie fait en sorte que t'as pas le choix de faire face à la musique. Puis il y a cette connexion-là aussi avec les autres comédiens, Benoît McGuinness, Élise Guilbeault, Patrick Yvon. Tu sais, je te regardais jouer avec Élise Guilbeault qui est... Élise, c'est comme elle est plus grande que nature, ses personnages. Ça a connecté entre vous? Comme complètement. Elle a dit là, que... Elle dit que ça tient du miracle, votre rencontre, et que t'es un talent rare. C'est ce qu'elle a mentionné sur toi. C'est très, très gentil. Je lui rends le compliment. Il y a quelque chose du fait d'arriver, de jouer avec quelqu'un qui est une idole depuis très, très longtemps. C'est une actrice que j'admire et que je trouve tellement inventive et toujours dans la vérité, même quand ses personnages sont plus grands que nature, même quand c'est des personnages qui peuvent frôler une espèce de folie, elle est dans la vérité en tout temps. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment précieux. Fait que elle est devant moi, puis je faisais juste répondre à ça. Fait qu'elle a vraiment facilité mon travail. Mais vous aviez jamais travaillé ensemble? Jamais. Non, mais tu sais... Ça arrive, ça, dans l'UDA du monde qui n'ont jamais travaillé ensemble? Ça arrive. C'était la première fois que je tournais avec le formidable Benoît McGuinness aussi. On avait joué au théâtre ensemble un petit peu, mais c'est la première fois qu'on se retrouvait. Et ça aussi, ça a été une rencontre fulgurante. Puis je trouve que c'est vraiment cette relation-là qui est au cœur de la série. L'amitié entre ces deux personnages. Une relation entre un homme puis une femme. Puis il y a quelque chose de beau de mettre ça de l'avant, d'être comme, oui, l'amour, oui, le travail, mais c'est quoi cette espèce de lien-là d'amitié qui est au cœur de bien des vies et qui est aussi importante pour bien des gens que la famille peut l'être. On touche plusieurs thèmes, là. La fuite, le retour, l'amitié, mais c'est une comédie aussi. C'est surtout une comédie. On rit. Ouais, on rit, mais on est touché aussi. Tu sais, on n'est pas dans de l'absurde, ou on n'est pas dans une espèce de comédie franche où c'est une ligne, un punch. Mais c'est des situations avec des revirements qui font en sorte qu'on rit parce qu'on s'attache aux personnages, puis on est comme, on rit avec eux et d'eux. Et toi, comme comédienne, comment t'aimes ça jouer dans ce type de production-là? J'adore ça, puis je trouve ça important. En fait, on lève parfois le nez sur la comédie comme si c'était un peu un sous-genre par rapport au drame, alors que
c'est plus difficile, là, on va se le dire. C'est plus ouais, tout le monde dit c'est plus difficile. Pourquoi? Ben, tu peux pas tricher un rire, tu peux pas manipuler un rire, tu peux manipuler une larme, tu peux émouvoir un spectateur avec le violon qui arrive au bon moment, puis l'œil de l'actrice qui vibre de larmes, puis un éclairage tamisé, mais faire rire, c'est là où c'est pas là. Fake, on le sent tout de suite. Oui, puis je veux dire, il y a des sensibilités différentes, tout le monde a un sens de l'humour différent, mais même si tu ris pas aux éclats, qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui soudainement allège ton quotidien? Puis je pense que c'est le genre de série qui fait ça. On est dans un climat à la télé et dans le monde qui est plutôt morose présentement. Puis j'ai comme l'impression que c'est comme une bonne grosse dose de vitamine C qui arrive en novembre. Il y a plein de jeunes comédiens qu'on avait rarement vus dans la série, que moi-même, tu sais, j'avais peut-être vu en figuration ou dans des petits rôles comme dans Indéfendable ou des trucs comme ça. T'es comment, toi, avec eux sur le plateau, quand t'arrives, Julie Le Breton? Intraitable. Ben non. T'en laisses pas passer. Laisse pas. Non, c'était vraiment extraordinaire parce que, tu sais, il arrive les yeux grands ouverts. Pour plusieurs, c'était une première expérience à la télé. Ils veulent apprendre. Mais tu leur donnes-tu des conseils ou tu les laisses juste vivre leur expérience? Des fois, des petits conseils techniques. Moi, je suis quelqu'un qui comprend quand même bien la machine technique. Fait que des fois, c'est juste des petits trucs. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Le jeu, c'est le réalisateur qui dirige. Mais des fois, juste des petites affaires qui permettent de rendre la scène, que la scène soit bonne en montage. Comme quoi? Mais comme par exemple, si toi et moi, on se parle à l'avant-plan puis que quelqu'un fait juste un passage derrière en faisant clac, 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 clac sur les sons, le dialogue sera pas bon. Fait que tu sais, d'aller voir la jeune actrice faire « Hey, marche à la pointe des pieds, on voit pas tes pieds puis ça fera pas de bruit. » OK, super. Des petits trucs comme ça qui font en sorte qu'on va être plus efficace sur le plateau, que tout le monde va se sentir plus à l'aise puis c'est plate de se faire dire « Hey, arrête de marcher fort devant tout le monde. » Fait que j'essaie de le faire de façon plus délicate. En tout cas, je vous le conseille d'aller regarder Anna Brodeur sur la plateforme Crave. Puis juste avant qu'on se quitte, tu vas être coprésidente du jury de Cinémania à partir de la semaine prochaine avec Julie Gaillet, grande actrice française qui s'en vient à Montréal. T'as hâte de réaliser ce mandat? J'ai hâte de réaliser ce mandat. J'ai hâte d'avoir une semaine où je suis assise devant des écrans de cinéma et je ne fais que consommer du cinéma français, belge, bien sûr, du cinéma de la francophonie. Finalement, c'est un grand honneur, un grand privilège et je vais aller me remplir la panse de cinéma et en parler et festoyer. Ça va être un festival extraordinaire. Et donner des prix. Julie, j'ignore si les producteurs du Retour d'Anna Brodeur ont pensé à une ligne publicitaire pour mousser la série, mais je pense que celle que tu as utilisée dans l'entrevue est difficile à battre. Je la répète, je l'ai prise en note. Une bonne grosse dose de vitamine C en novembre. C'est vraiment bien lancé. C'est ça que la série fait, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous autres.